Sophie Protéol, c'est le métier historique en fait du groupe. À l'origine, ce groupe a été fondé par des agriculteurs, des producteurs qui étaient des visionnaires, qui avaient l'idée qu'en créant un fonds d'investissement, ils allaient développer la valeur de leur filière et ils allaient tirer de l'avant leurs débouchés. Au départ, ça s'est concrétisé principalement par une société de financement qui faisait des investissements. Et puis, en devenant majoritaire dans certains maillons de la filière, il s'est créé progressivement un groupe industriel de très grand niveau, et avec une forte croissance, puisque la partie des participations majoritaires de ce qui est le groupe Avril est passée de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2003 à 7 milliards d'euros, à plus de 7 milliards d'euros en 2013. Et donc le métier historique qui consistait à prendre des participations minoritaires dans des sociétés qu'accompagne Sophie Protéol a vu l'émergence de ce groupe industriel et il nous est apparu avec Jean-Philippe nécessaire à un certain stade de bien distinguer les choses et dire Sophie Protéol, c'est le métier d'investisseur actionnaire minoritaire. Ce n'est pas le groupe industriel, c'est celui qui accompagne des entreprises et qui les conforte à partir du moment où c'est des entreprises qui vont structurer des filières agricoles en France. Notre vocation profonde, c'est de développer la ferme France au travers de ces investissements. On passe à 330 millions de fonds propres au 1er janvier 2015. Ça veut dire qu'on soutient aujourd'hui plus de 100 entreprises qu'on finance. Et on a réalisé en termes d'investissement dans des entreprises pour les soutenir 250 millions d'euros ces 5 dernières années. Commençons avec vous, Daniel Segon, président du conseil de surveillance donc, de RAGT. RAGT, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est Rouergue, Auvergne, Gévaudan, Tarnais. Ça fleure bien le terroir, et c'était le terroir d'origine de la coopérative qui est devenue aujourd'hui une société anonyme. Donc nous sommes en 99-2000, et RAGT sort d'une, volontairement, rupture consentie des deux côtés, de 30 ans de collaboration avec une société américaine familiale qui s'appelait DeKalb, et qui progressivement se faisait racheter par une société qui est mieux connue aujourd'hui et qui s'appelle Monsanto. Voilà. Nous sommes en 2000. Contexte. Nous sommes en 99-2000 et la question qui se pose à nos actionnaires, c'est de savoir si on va suivre la société familiale américaine qui s'embarque dans le bateau Monsanto, qui est un bateau très confortable après tout, surtout pour les actionnaires, ou bien s'il y a une voie à rechercher dans une indépendance. Et notre cadre de référence et nos actionnaires nous encouragent à rechercher l'indépendance. Si on veut être là 10 ans plus tard, il faut qu'on finance cette fois la totalité de la recherche, puisque Monsanto en finançait la moitié. Et par contre, il faut qu'on continue à verser les droits à Monsanto pour les variétés que nous vendons, parce qu'elles sont originaires d'un moment où nous avions l'accord entre nous. Tant qu'on ne les a pas remplacées par nos propres variétés, on doit payer. Et donc on se retrouve dans cette situation assez intéressante, où je dirais que nous avons tout à coup plein d'oxygène, le monde est à nous, plein d'idées, un gros moteur, mais pas de carburant. Donc nous allons trouver Sophie Protéol, et Sophie Protéol nous a aidés de façon définitive, je crois, sans ça nous ne serions pas passés, à passer ce passage difficile en faisant deux choses. D'une part, en consolidant un groupe d'actionnaires majoritaires, qui nous a permis d'avoir un groupe d'actionnaires en contrôle de la société, ce qui n'était pas totalement le cas. Et deuxièmement, ça c'était sur l'activité tête de groupe, et deuxièmement, sur l'activité semence que vous avez évoquée, qui est une des filiales, participation au financement, qui nous a permis de passer ce cap difficile, qui nous a permis aussi d'entrer dans une société bien connue qui s'appelle Biogema. En 2004, se présente une opportunité extraordinaire pour la société comme la nôtre, c'est de racheter la recherche céréale à Monsanto. Et nous avons retrouvé Sophie Protéol qui, là aussi, nous aide à financer cette acquisition. Je crois que c'est là un excellent exemple, de la part des deux d'ailleurs, mais peut-être encore plus de la part de Sophie Protéol, d'ambition, voire d'audace. Mais là aussi, grâce et avec Sophie Protéol,
dans une discussion stratégique entre Sophie Protéol, RAGT et le groupe InVivo, nous pensons qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire en rapprochant les recherches de InVivo, la société Seracem, et celles de RAGT. Et nous absorbons cette recherche-là dans le groupe RAGT. Et en contrepartie, nous accueillons avec grand plaisir InVivo en notre capital. Sophie Protéol était des deux côtés, à la fois actionnaire chez RAGT Semences et également actionnaire chez Seracem. Et donc vous imaginez bien qu'il a été grandement facilitateur. Et on continue avec Alain Le Floch, directeur général de Vivescia. C'est encore un groupe coopératif agri-industriel. Et Sophie Protéol vous accompagne, je crois, depuis près de 10 ans, ou plus de 10 ans même. C'est ça, Alain Le Floch ? Oui, je pense qu'il y a une chose qui est tout à fait au cœur de nos valeurs et qui, je pense, est dans celle de Sophie Protéol, c'est l'inscription dans le temps, l'inscription dans la durée. Nous, on a 3 grandes étapes de collaboration avec Sophie Protéol. Une que je qualifierais quasiment d'archéologie, qui est Sophie Protéol est intervenue sous forme de prêt dans les coopératives mères de Vivescia, c'est-à-dire celles qui ont fusionné pour créer Vivescia, Nourricia et Champagne Céréales à l'époque. Et puis la collaboration ayant été sûrement bonne, plus récemment, Sophie Protéol est rentrée au capital de la coopérative Champagne Céréales à l'époque. Donc imaginez simplement un organisme financier rentrant au capital d'une coopérative, c'est dire que les valeurs sont partagées, sinon c'est juste pas possible. Et puis cette expérience réussie à l'occasion d'une acquisition, en fait, Sophie Protéol est ressortie et nous avons repris langue, si je puis dire. Plus récemment, nous avons émis des obligations convertibles en actions pour notre activité industrielle, Vivescia Industrie. Et à l'occasion de cette émission, Sophie Protéol a souscrit très largement pour nous marquer la confiance dans le développement de nos filières. Voilà les trois phases de cette collaboration. Avant d'aller plus loin justement avec d'autres partenariats, on va faire un petit focus avec vous, Jacques Siret, sur la question de l'innovation, qui est vraiment au centre aussi du développement de la filière. On finance la recherche un peu plus prospective avec ce fameux fonds interprofessionnel qu'on appelle le FASO. C'est-à-dire qu'on a 2 pieds, un vers le produit et un vers les producteurs. L'exemple des biocarburants est quelque chose de fabuleux. Parce qu'il y a eu un ensemble de recherches qui a été fait, parce que les premières idées, c'était d'alimenter le marché en protéines parce qu'on est déficitaire. Ça, tout le monde le sait dans la salle, de trouver un débouché pour l'huile. Et les premiers trucs, on a dit, mais on va modifier, on va mettre de l'huile dans les moteurs. Non. Là, je crois que c'est là où il me semble on a été astucieux, là encore, pour se rapprocher du marché. On a dit, on ne va pas demander aux consommateur de changer le moteur de sa voiture pour accepter notre produit, on va modifier notre produit, notre huile, la transestérifier pour qu'elle vienne complètement se substituer au pétrole. Et là, il me semble qu'on a progressé. En faisant ça, on a découvert d'autres coproduits. Je parle de la glycérine. Et en même temps, on a mis les moyens avec nos fonds pour, là aussi, trouver des débouchés pour la glycérine. C'est-à-dire qu'on a eu des recherches assez transversales et toujours qui se sont traduites concrètement par une augmentation des débouchés de nos produits. Michel Boucli, justement, c'est parmi les axes de recherche, il y a justement les protéines végétales. On vient d'en dire un mot très rapidement. Oui, Jacques a souligné le fait que le biodiesel, quand on l'a développé, c'est des millions de tonnes d'huile, mais il fallait trouver ce débouché pour les millions de tonnes d'huile pour pouvoir produire les protéines dans notre pays. Parce qu'autrement, on est importateur de soja, on n'est pas capable de nourrir nos animaux avec des protéines si on n'a pas un débouché pour le coproduit huile. Et quand on regarde sur le long terme l'avenir de la planète, on se rend compte que autant il y a beaucoup d'huile sur la planète, en particulier par le développement en Asie du palme, etc., autant les protéines végétales vont être un des défis majeurs parce que la consommation de production animale, de viande, dans beaucoup de pays émergents est si considérable que la demande en protéines animales va être hallucinante. D'ici, entre 2010 et 2030, on a mené une étude très précise de toutes les consommations d'huile, de protéines sous la forme animale, sous la forme végétale, et on se rend compte du déficit en protéines végétales. Ça, c'est un exemple c'est là que seront les besoins, oui. C'est la façon dont Sophie Protéol prend les sujets. Et c'est vrai pour l'ensemble du groupe Avril, parce qu'il y a une stratégie unique, c'est de dire, ayons une vision, c'est ce que nos prédécesseurs ont eu sur les biocarburants, et regardons ce que sera la
la planète en 2030, il y a un besoin de protéines, et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, ici et maintenant, pour préparer l'avenir. C'est financer de la recherche sur les semences, c'est financer des substituts à la viande qui soient des protéines végétales satisfaisantes pour le grand public, c'est améliorer les performances des filières animales avec des vaccins, avec des produits vétérinaires, avec de la génétique. Donc on est vraiment des architectes de filières où on essaye, ayant conscience des grands défis de la Terre, je dirais, à long terme, d'apporter notre modeste contribution. Et le point clé, c'est l'innovation. Donc Marc Prekaski, PDG de Ceva Santé Animale, je rappelle, c'est un des très grands groupes pharmaceutique important. Sophie Protéol est donc contributeur du développement de ce groupe. Dites-nous dans quelle mesure et depuis quand, là encore, on remonte un peu. On a démarré notre refinancement de la société, le 4e LBO. Alors on est une société un peu particulière. On est issu d'un grand groupe pharmaceutique, Sanofi, pour ne pas le citer. Voilà. Donc on est évidemment que dans le secteur vétérinaire. Et en 99, on a décidé, avec un certain nombre de managers, de reprendre la société avec des fonds d'investissement, d'ailleurs, à l'époque PAI, qui a été le premier fonds qui nous a accompagnés. Et puis, au gré des LBO successifs, on est devenu majoritaire. Donc, d'une certaine façon, on s'est inscrit dans la durée, avec un très grand nombre de salariés, plus de 1200 sur 3700 qui sont actionnaires de leur société, 300 étrangers. Donc, d'une certaine façon, on a souhaité s'inscrire dans la durée. Et donc, s'est posé il y a 6 mois la question du tour de table à venir. Et là, on a, comme d'habitude, commencé par l'inverse, c'est-à-dire qu'on a démarré par les banques et on a repris le pool de banques historique de la société. On est plutôt des gens très fidèles et je pense que ça fonctionne avec les valeurs confiance de Sophie Protéol. Donc on est des gens fidèles. Donc on a repris notre pool bancaire qui nous a suivis. Puis après on s'est dit les salariés, essayons de voir comment élargir la plateforme des salariés. Tous les salariés nous ont suivis. Après, on s'est dit, et les amis, si on essayait de créer quelque chose qui est un peu particulier dans le monde de la finance, vous voyez, quand il faut définir ce qu'est un ami, dans le monde de la finance, c'est quelque chose d'un peu délicat, et donc on l'a défini, et on a choisi un certain nombre de personnes qui nous faisaient confiance, et surtout qui s'inscrivaient dans la durée. Moi, ce qui m'importe, c'est inscrire la société dans la durée. Vous voyez, je ne suis pas un patron de boîte qui se dit dans 4-5 ans, je vais la vendre et puis on partira, etc. Ce n'est pas mon histoire. Nous ne sommes pas un investisseur comme les autres, mais comment entendez-vous cela et comment voudriez-vous poursuivre ce partenariat et peut-être même encore l'améliorer? Je vous pose la question à tous les trois. Daniel Second. Je voudrais rebondir sur la qualification de Michel sur l'actionnariat. Moi, si vous voulez, sur tout ce qui a été dit, je retrouve mon cadre de référence, l'indépendance, les racines terriennes, la foi dans le monde agricole, la composition de l'actionnariat. Mon actionnariat est uniquement composé de gens issus du monde agricole, le dernier en date étant le Crédit Agricole Nord-Midi-Pyrénées, régional, et non pas la CASNAT. Hein. Donc tout ça, ça démontre notre attache, notre proximité avec l'actionnariat, et la composition et les exigences de l'actionnariat. Et c'est là qu'effectivement, Sophie Protéol est sûrement un petit peu original, en tout cas je l'espère, il l'a été jusqu'ici en tout cas. Ma société, nous versons sous forme de dividendes à peu près 15% de notre résultat. Le reste est conservé, comme le dit justement Michel, pour essayer de faire de nous, par accumulation de fonds propres, de véritables champions pour affronter la concurrence étrangère féroce. La proximité, pour décrire Sophie Protéol, elle est multiple. C'est proximité de métier, ce sont des industriels, nous sommes des industriels, donc on se comprend. Proximité aussi humaine, puisque la chance de Sophie Protéol et d'April, c'est qu'on connaît les dirigeants. Donc c'est facile d'avoir accès et d'échanger. Et le troisième point, je pense, qui est un point important, c'est que Sophie Protéol fait partie de ces rares investisseurs pour qui les chances d'intelligence créent le TRI, et non pas l'inverse. Ce n'est pas les chances des capitaux qui créent le TRI, c'est les chances d'intelligence. Et nous avons une gouvernance qui est ouverte. Sophie Protéol est accueillie dans cette gouvernance. Et moi, mon souhait, c'est qu'on puisse construire d'autres étapes de développement en échangeant beaucoup. Nous, ce qui nous intéresse dans ce partenariat, c'est d'avoir une réflexion long terme et finalement de partager les réflexions stratégiques d'un certain nombre de nos clients ou de structures qui sont en amont de nous.
crois qu'il n'y a plus une entreprise au monde, ou française en tout cas, qui, la main sur le cœur, ne vous dit pas qu'elle fait de l'engagement durable et qu'elle ne pense qu'à cela. Est-ce que ça n'est pas parfois quand même une façade, et qu'est-ce qui peut aujourd'hui distinguer une entreprise qui fait vraiment du développement durable d'une autre? De l'engagement même, on va parler d'engagement ici. En 2012, donc quand je suis arrivé avec Philippe, avec l'ensemble du comité exécutif, on a dit, bon voilà, on va se poser, on va réfléchir, et ce que font toutes les entreprises, hein, quelque part, on va faire un plan stratégique. Pour l'avoir fait plusieurs fois dans bien d'autres sociétés, on a décidé ce coup-ci de le faire de manière, à mon sens, très originale. Quand vous faites un plan stratégique, en général, vous vous faites accompagner par des conseillers financiers, et qui commencent à regarder tous vos comptes, vos métiers, vos business, etc. Et qui vous disent, bon voilà, ça c'est stratégique, ça a de l'intérêt économique et financier. Nous, on n'a pas fait du tout comme cela. D'abord, on l'a fait entre nous, et on s'est posé la question de nos métiers, et en se disant finalement, comme vous l'a expliqué tout à l'heure Michel, on est sur l'ensemble de la filière. Donc on a un certain nombre de métiers, et on se posait la question en quoi chacun de ces métiers était contributif pour le développement de la filière. Donc ça, c'était l'axe des abscisses. Sur l'axe des ordonnées, qu'est-ce qu'on a fait ? On a réfléchi en disant qu'est-ce que ça veut dire qu'un engagement durable ? Qu'est-ce que ça veut dire finalement que la durabilité, la responsabilité sociétale ? Et donc on a fait une sélection d'un certain nombre de critères. Il y en avait plus d'une quarantaine. Alors évidemment, il y a les critères que toutes les sociétés utilisent, ou la majorité d'entre elles, que ce soit voilà, les gaz à effet de serre, le bruit, la poussière, etc. Donc on voit bien tout ce qui est environnemental et peut-être plus classique. Je dirais, en ce qui nous concerne, on a pris 40 critères, encore une fois, donc en prenant un champ beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'on a dit, voilà, nos métiers, en quoi ils sont contributifs de l'emploi en France. Donc voilà, ce n'est pas beaucoup de sociétés qui se posent la question de l'emploi en France. Marc le disait tout à l'heure, on est une société française, on veut le rester, et c'est important pour nous de développer cette dimension. Mais aussi, en quoi nos métiers contribuent à la nutrition du plus grand nombre. En quoi nos métiers contribuent à l'innovation, et en quoi on se différencie par rapport à ça. C'est un bel exemple où on a commencé à travailler la matrice de durabilité avant même que de mettre le profil financier. Avec des critères qui effectivement ne sont pas forcément ceux que l'on attend le plus. Effectivement, on travaille sur la notion de durabilité et de responsabilité, c'est-à-dire que Novetic, qui est une filiale de la Caisse des dépôts, publie de l'information sous forme d'études et d'articles, mais aussi édite un label. Alors nous, on existe depuis 2000 ans, donc on a vu se développer ces sujets-là. On est parti en fait en 2000 ans d'un truc assez simple, c'est que la plupart des entreprises ne parlaient pas de tout ça, donc celles qui disaient quelque chose faisaient des choses formidables, ce qui était vrai. Évidemment, 14 ans plus tard, c'est un peu plus compliqué parce que on va dire que tout le monde fait assaut de tout le monde est plus vert que vert, tout le monde est plus formidable que formidable, et du coup, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a effectivement des gens qui font des choses formidables, mais c'est beaucoup plus compliqué de les repérer dans une espèce de brouhaha où les mots perdent un peu leur sens. On voit bien que, par exemple, le développement durable est un terme qui est complètement galvaudé aujourd'hui, qui n'a plus aucun sens. On ne sait plus très bien ce que ça veut dire, en fait. Oui, puis qui est même à la limite du péjoratif. Alors, et on voit bien d'ailleurs que petit à petit, c'est le terme de RSE, pour responsabilité sociale d'entreprise, qui le remplace, parce que, évidemment, responsable, ça a plus de valeur. Et c'est vrai que là, dans ce contexte, ce qui est important, c'est de regarder ce que les gens disent qu'ils font, mais aussi d'essayer de pouvoir qu'ils ne se contentent pas de ce langage, mais qu'ils puissent ensuite acter de la façon dont ils le déploient, et qu'ils puissent faire évaluer ce déploiement, en général par un tiers externe et indépendant, pour que ça apparaisse effectivement comme valable. Et ce qu'on trie aujourd'hui, c'est qu'on essaie de repérer, et bon, alors, il y a divers systèmes, hein. Il y a des notations spécialisées, il y a des investisseurs aussi, et moi c'est plutôt ma spécialité, des gens qui regardent des entreprises et qui les sélectionnent, ce qu'on appelle l'investissement responsable, sur ces critères-là. Gérard Tubéry, donc président de la Fédération des producteurs d'oléagineux protéagineux, je le dis, qui représente donc ici les agriculteurs, oui. Syndicat en fait. C'est ça, syndicat. Voilà. La FOP qui fait partie des associés commanditaires d'Avril, mais vous-même aussi, vous êtes aussi commandité d'ailleurs, tout à fait, au sein d'Avril Gestion. Donc vos commentaires sur tout ce qui se dit là et la manière dont Sophie Protéol tient ses engagements à ce niveau. Le monde agricole est à l'initiative de ce projet Oléopro français, avec différents outils qui sont arrivés progressivement dans le temps, l'Institut technique, l'interprofession,
et puis Sophie Protéol et avec les deux pôles. Tout ça, ça s'est fait progressivement sur plus de 50 ans. Et ça s'est fait par la volonté des hommes. Et cette profession agricole qui s'est prise en charge, qui a dit l'avenir nous appartient, l'a dit aussi on le fait ensemble. Et c'était déjà cette solidarité issue du monde agricole, le faire ensemble et s'approprier, être un syndicalisme de solution à côté d'un syndicalisme de revendication. Et l'outil qui a servi à faire ça, on peut en dire un mot, c'est les fameuses contributions volontaires obligatoires. Alors quand on n'est pas de la profession, ça fait beaucoup sourire. Et je comprends que ça fait sourire même des gens au sein de la profession. Contribution volontaire obligatoire. Ça veut dire que ces producteurs et certains acteurs aussi ont décidé de mettre la main dans la poche pour en sortir quelques monnaies et l'amener collectivement dans des projets. Et ça a duré, et ça dure encore. Donc ça a permis de faire de l'encadrement technique, de la recherche, ça a été dit tout à l'heure, et ça a permis de créer ce fonds d'investissement qui est Sophie Protéol, dont on a vu le parcours pendant 30 ans. Pour aller un petit peu plus loin, donc innovation, mais aussi promotion d'un modèle de filière. Donc Pierre Velle, président de Valorex, on a dit en commençant, c'est une société d'aliments pour le bétail, c'est bien cela, et qui est située en Bretagne. C'est une société qui est née en 93 et ça s'appelle Valorex parce qu'à l'époque, le concept, entre guillemets, c'était de dire si on réintroduit dans l'alimentation des animaux des graines qui disparaissaient des auges, donc du pois, du lupin, de la févrole, du lin, on devrait avoir un effet sur la santé animale. Donc ça a été nos premières publications sur la fertilité des vaches avec les gens de l'INRA en 95. Après, peut-être qu'il y a un effet sur la composition des viandes, des œufs et du lait. Donc là, on a monté un projet. Et puis on a eu des résultats qui étaient extraordinaires. C'est-à-dire qu'on montrait qu'au bout de 35 jours, les marqueurs sanguins de l'homme changeaient. On était absolument incapable de continuer tout seul. Et à ce moment-là, je vous avais proposé de prendre le projet, de dire créer une marque. Finalement, on fait la promotion des oléoprotéagineux qui sont utilisés dans l'alimentation animale, et ce serait bien. Bon, ça ne s'est pas fait à ce moment-là. Alors, on a créé une association qui s'appelle Bleu Blanc Cœur, qui est un modèle assez rigolo, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, et puis parce qu'on avait aussi envie d'en faire un projet collectif. C'était en fait un label, c'est ça, pour bien repérer cette production-là. C'était une marque. La marque appartient à Valorex, mais Valorex l'a donnée à cette association loi 1901, sans qu'il y ait aucun lien structurel entre l'association et la société. Et puis tout ça s'est développé, il y a eu d'autres études cliniques, et aujourd'hui, ce label en question, il représente à peu près 750 produits, 5000 éleveurs, 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires des produits qu'il apporte, avec des grandes marques, des petites marques, des marques distributeurs, des produits fermiers, etc. Mais on est retourné voir Sophie Protéol après. Donc là, c'était vraiment Sophie Protéol, parce qu'il fallait financer le développement. Petit à petit, doucement, Sophie Protéol est d'abord venue, je pense que c'est en 2001 ou 2002, dans la dette. Mais en venant dans la dette, en nous prêtant de l'argent, il participait aussi à un comité stratégique qui était riche d'échanges, ce qui a été souligné à la table ronde d'avant. C'était intéressant. En, je ne sais plus, 2006 ou quelque chose comme ça, Sophie Protéol est montée à 10% du capital. Puis maintenant, 25%. Nous avions souhaité, à travers ce colloque, à travers finalement cette demi-journée, rappeler que dans le groupe Avril, il y a une activité pôle majoritaire, donc Avril Industrie, et puis une activité pôle minoritaire, en tout cas participation minoritaire, à travers un Sophie Protéol financier remanié. Je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Michel Bouclier tout à l'heure, il a parfaitement réidentifié cette partie du groupe. Une partie évidemment très importante, puisqu'elle nous permet, comme ça a été montré tout au long de cet après-midi, à travers les nombreux exemples, à la fois bien sûr d'accompagner un certain nombre d'entreprises, de participer aussi à la structuration, voire modestement, mais à la restructuration de certaines filières, et puis faire en sorte surtout, et je crois que ça a été parfaitement illustré cet après-midi, de décrire au fond ce que Michel a appelé un écosystème. Et dans notre jargon, si je puis dire, le thème écosystème prend toute sa valeur, puisqu'il s'agit bien de mettre, au fond, à la fois en relation, mais plus qu'en relation, à travers des complémentarités et des synergies, des acteurs qui participent eux-mêmes à une stratégie beaucoup plus globale et collective autour de nos filières agricoles. Et s'il y a bien un mot qui est, au fond, le vecteur et le fil rouge de notre action, de notre détermination, c'est ce sens du collectif. Pourquoi ? D'abord parce que, j'allais dire, la configuration même de l'agriculture, à la fois dans son amont et très souvent d'ailleurs dans son aval,
fait que nous sommes très souvent atomisés, nous sommes de nombreuses entreprises, petites, moyennes, plus grandes parfois, mais c'est bien la réunion et au fond l'assemblage de l'ensemble de ces composantes qui peuvent faire qu'à un certain moment se détermine un projet de filière. Et l'expérience tirée finalement de la filière oléoprotéagineuse, mise à profit dans d'autres secteurs, alors de manière minoritaire certes, mais avec la même détermination, montre que finalement, ce qu'on appelle l'effet levier, ce qui peut déclencher une initiative, avec parfois une contribution relativement modeste en pourcentage ou en valeur absolue, peut être déterminant dans la réussite ou non d'un projet, dans la réussite ou non d'une ambition. Et je crois que au fond, cette espèce d'ADN qui est celui de Sophie Protéol aujourd'hui, c'est ce qui a marqué l'histoire du groupe. C'est ce qui aussi probablement lui a permis au cours de ces un peu plus de 30 années de consacrer l'exclusivité, même pas l'essentiel, mais l'exclusivité des profits dégagés pour les réinvestir à la fois bien sûr dans la filière, mais au-delà de la filière. Et je crois que ce trait-là, au fond, alors je ne sais pas si ça répond complètement à la notion de RSE, de responsabilité sociale des entreprises, mais c'est un marqueur, en tout cas à mes yeux, qui est important à prendre en compte, parce que là aussi, nous ne sommes pas court-termistes, mais nous sommes évidemment beaucoup plus investisseurs de moyen et long terme. Quand, à côté du résultat, on a la satisfaction aussi d'avoir fait grandir une entreprise, d'avoir participé à la structuration, ou en tout cas à l'émergence de leaders dans le secteur des semences. Quand on peut se prévaloir de faire qu'on est peut-être, je l'espère en tout cas demain, un champion de la filière avicole. Quand on peut aider une coopérative à développer une filiale. Quand on peut, voilà, enfin, je pourrais multiplier les exemples. Je pense que ça participe aussi quelque part d'une certaine fierté, non pas pour soi-même, mais pour faire en sorte que la ferme France et que la valeur ajoutée tirée de cette ferme France soit à la hauteur de nos ambitions. Je suis très honoré d'être votre invité ce soir, à la fois à titre personnel et puis en tant que président d'un fonds d'investissement PAI. Et alors chez PAI, nous avons la chance d'avoir Sophie Protéol pour investisseur, donc je vous en remercie, et d'avoir au fond avancé dans une coopération où nous avons besoin de tout le savoir-faire de Sophie Protéol, et peut-être aussi nous pouvons apporter quelque chose, et vous nous accompagnez dans quelque chose qui est important pour nous, qui est la Berry, et vous avez décidé de co-investir à côté de PAI et à côté évidemment de l'Urberry, puisque nous ne sommes qu'à 50-50 en fait avec une coopérative, dans quelque chose qui est une hybridation financière assez intéressante et assez caractéristique, je crois, d'une façon équilibrée, durable, de se moderniser ensemble. Nous avons déjà fait ça chez PAI à plusieurs reprises. Collaborer entre une structure financière de capital investissement qui doit à ses investisseurs des rendements, mais qui doit de créer de la valeur avec, sans jouer sur les mots, non seulement de l'ingénierie financière, mais aussi le respect d'un certain nombre de valeurs au pluriel, notamment sur les hommes, notamment sur la responsabilité sociale et environnementale. Je crois qu'on a eu une expérience qu'on peut partager maintenant ensemble sur la Berry, où là, eh bien, ce qui est en question, c'est aussi de faire un champion européen des produits traiteurs, et où vous apportez évidemment une compétence plus pointue que la nôtre, mais nous donnons aussi les moyens financiers à une très belle entreprise, à une très belle marque. On a besoin des métiers que nous pratiquons, parce qu'on a besoin de fonds propres, parce qu'on a besoin d'investissement, parce qu'on a besoin de compétitivité. Les domaines de l'agriculture et de l'agro-industrie en aval sont des domaines essentiels de la compétitivité française, parce que c'est le poste par excellence
qui, quelles que soient les conjonctures, est un môle du commerce extérieur français. Et son rôle, de ce fait, est absolument considérable. Simplement, nous sommes dans un monde en compétition et par conséquent, nous devons faire les mêmes efforts d'investissement, les mêmes efforts de modernisation que l'ensemble de nos partenaires, à commencer par les partenaires européens et de tous les concurrents des pays émergents. Pour la renaissance de Sophie Protéol, c'est un bon moment pour commencer parce que vous avez du vent et vous avez des perspectives extrêmement positives, une volonté d'ajustement de toutes les professions, à commencer par les professions agricoles et les industries agroalimentaires. Et là, franchement, moi, je suis très, très optimiste pour Sophie Protéol, donc bon vent, félicitations. Renaître, c'est une très bonne idée. Vous renaissez dans un groupe, au fond, qui lui-même est tout à fait exemplaire. Donc, bon vent à Sophie Protéol, bon vent à Avril. Faisons le plus de choses ensemble.